Nous revenons pour la suite avec nos invités. Ashraf Ouro Sama, homme politique du PDP. Il est également juriste. Nous avons le journaliste Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. On était en Afrique du Sud où un pasteur est condamné pour avoir planifié des attaques racistes. Ashraf, oui, non, je crois que c'est la problématique vraiment du racisme. Je crois que le racisme aujourd'hui est une priorité pour tous les gouvernements du monde entier. Quand je prends un exemple, un pays comme le Brésil, qu'on nous a toujours... Le Brésil est le pays le plus métissé du monde. Mais la question du racisme reste aussi une question épineuse du gouvernement brésilien. C'est pour dire tout simplement qu'en dépit du dialogue des cultures, en dépit même du brassage entre les hommes et les noirs, la question du racisme c'est une question presque philosophique qu'on ne saurait résoudre. Mais comment faire pour en finir? Je crois que c'est la clémence des uns et des autres. C'est la clémence des uns et des autres. Lorsqu'on est convaincu qu'il y a quand même un être divin, qu'on est tous hommes de Dieu, je suis obligé de m'improviser en tant que pasteur. Et on ne doit pas détester quelqu'un pour une histoire de différence de couleur de peau. Moi, je crois que c'est totalement absurde. Totalement absurde. Souvenez-vous, même dans les disciplines sportives, même à la Coupe du Monde, vous vous rappelez même des matchs, même tout récemment. Des matchs de tout récemment, au Stade de France. Au Stade de France. Le Brésil contre la Tunisie. Le Brésil comme la Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, mais disons les choses telles qu'elles sont, la pire des négrophobies aujourd'hui, c'est dans le monde arabe. C'est dans le monde arabe. On peut accuser les Blancs d'être racistes, mais les plus racistes souvent, ce sont des Arabes. Et au Maghreb... C'est relatif. Non, oui, c'est relatif, mais je crois que... À ton avis. Oui, à mon avis, mais je crois qu'il y a quand même des expériences qui attestent cela. Vous parlez de cette rencontre entre le Brésil et la Turquie. Voilà. Et je crois que historiquement, les Noirs ont toujours été victimes des situations de cette nature-là. On a connu la colonisation arabe, on a connu la colonisation occidentale. Souvenez-vous qu'on castrait même des Noirs. Ce qui veut dire on leur enlevait même le pouvoir même de procréer. Donc, pour revenir au contexte sud-africain, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit prendre la mesure de la chose. Il faut même durcir même la législation. Il faut même durcir la législation. C'est vrai qu'il y a un corpus juridique qui permet aujourd'hui de qualifier ces actes-là d'actes répréhensibles contre la loi, de les poursuivre. Mais je crois que le législateur également doit réviser le corpus juridique existant pour essayer de durcir. Et la sentence définitive contre Harry Knozen, pour moi, elle est la bienvenue. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors, tout simplement. Emmanuel Vivien Tomi, lors de son arrestation, même les documents liés à la préparation des attaques, ces documents ont été découverts et les armes saisies. Cela veut dire que Harry a des bras sans doute. L'Afrique du Sud doit faire finalement très attention. Oui, justement, vous savez, quand des jeunes sont endoctrinés, le mot revient encore, c'est difficile de leur faire voir la réalité. Je prends même un cas qui s'est posé ici au Togo, où un pasteur, dans la zone de Baguida, dans le temps je tais son nom, avait essayé d'acheter presque 200 coupe-coupe. Vous savez pour faire quoi? Pour soi-disant couper le diable à la plage. Mais ça, on l'appelle arme blanche, mais arme quand même. Oui. Donc, ça s'appelle détention illégale d'armes en grande quantité. Arme blanche, mais arme quand même. Et donc, la sécurité a fait son travail dans le temps. Je parle des années 2009 ou 2010. Il a été arrêté. Bon, malheureusement, il a été vite libéré. Après tout ce qu'il a fait, il y a eu des négociations, et ainsi de suite. Mais je pense que si le droit à la religion, à la liberté de religion est reconnue même par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par beaucoup de constitutions. Il est important que cette liberté soit un peu surveillée. Oui, effectivement. Parce que quand cette liberté va mettre en danger les citoyens, l'État a l'obligation de protéger les citoyens, donc de vérifier. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde entier, les attaques terroristes, le djihadisme, l'extrémisme violent, il faut ouvrir les yeux. Comme on le dit, que la sanction ou les censures ou les décisions prises par le parquet
sud-africains servent d'exemple à tous les pasteurs que le diable écarte du droit chemin. Moi, je pense qu'il faut même sensibiliser. Ça fait partie des missions des médias également. Il faut sensibiliser les citoyens pour ne pas croire à tout. Croire en Dieu, c'est une bonne chose. Quand on prend la constitution du Togo, elle dit très bien, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Ça veut dire qu'au haut niveau, que ce soit depuis les pères des indépendances, nos ancêtres, et nos parents et nous-mêmes, nous croyons en Dieu d'une façon générale. Cela n'exclut pas que des gens soient athées. Maintenant, croire en Dieu ne veut pas dire suivre bêtement des gens qui vous amènent dans des conneries du genre amenez-moi la boisson, je vais ça sur vous, vous allez, ou bien venez m'adorer, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a de n'importe quoi qui se passe. Et il y a des images même, vous serez choqués. Il y a des pasteurs qui proposent même pour les femmes de coucher avec elles, pour chasser le diable de leur ventre, et des histoires. Il y a eu des images, des vidéos qui ont circulé, où on a demandé aux femmes d'enlever leur caleçon, et puis le pasteur est là, toutes les femmes ont enlevé leur caleçon pour qu'on leur lave ça, et tout ça là à coût de centaines d'argent, de 1000 francs. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé en Afrique du Sud doit nous réveiller tous, doit donner l'alerte aux dirigeants, mais aussi aux pasteurs, parce que tous les pasteurs ne sont pas mauvais. C'est comme dans toutes les corporations. Il y a les mauvais, il y a les bons, les moins bons. Il y a des pasteurs qui respectent effectivement les prescriptions de Dieu, de la Bible, et ce qu'ils ont eu en formation. Bon, pour nous qui avons fait un peu de théologie, on vous apprend quand même certaines choses. On vous explique le sens de certaines paroles bibliques. Maintenant, il y a toujours des interprétations erronées qui amènent certaines personnes vers cette déviation, l'extrémisme violent. Dieu ne peut jamais dire telle race n'est pas la mienne. Jésus-Christ lui-même, il s'est réfugié où avec sa maman. Ils étaient en Afrique. La maman de Jésus, Marie, et puis Joseph se sont réfugiés en Éthiopie, en Érythrée, dans le temps. Et Jésus connaissait bien l'Afrique. Et même quand il prenait la croix, l'un de ceux qui l'ont aidé, c'était quand même il y avait un noir qui l'avait aidé, c'est dit dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous dire que la race noire est la race qu'il faut épurer, qu'il faut enlever de la terre, c'est une connerie, c'est une bêtise, c'est de la barbarie. Alors, Achraf, on va chuter. Finalement, on peut conclure, la religion peut rendre fou. N'importe où, n'importe qui et n'importe quelle religion d'ailleurs. Oui, n'importe quelle religion. Souvenez-vous, déjà en 1905, lorsque vous prenez par exemple l'histoire constitutionnelle, l'histoire religieuse française, on nous dit le principe c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc, même si sur le principe de la laïcité, l'État n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires religieuses, je crois que la constitution togolaise même est quand même assez claire, c'est-à-dire que la liberté religieuse, elle est reconnue, mais elle s'exerce dans le cadre des lois et des règlements, ce qui veut dire qu'il faut nuancer. La liberté, voilà, toutes les autres libertés, la liberté absolue n'existe pas. Nous, au Togo, nous, on a la chance d'avoir la direction des cultes, vous avez eu à le souligner, qui est dirigé par le commissaire Belei. Il a quand même un travail formidable. Parce qu'à travers les prérogatives de police administrative aujourd'hui, le Togo a quand même les moyens de réglementer certaines activités religieuses. En Afrique du Sud, je crois que Cyril Ramaphosa et son gouvernement doivent également s'inspirer des pratiques qui ont réussi dans les autres pays pour essayer de transposer cela. Parce que si on continue dans ce sens, on risque d'arriver à des situations d'extrême violence. Que ça m'inquiète. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est quand même le pays du Monseigneur Desmond Tutu. Desmond Tutu, effectivement. Des figures, disons des Nelson Mandela, réputé des figures quand même pour la paix emblématiques. Et pour le dialogue des cultures. C'est pour cette raison que je parle de la particularité. Pays, on a ce monsieur, je ne sais pas. Oui, non, je dis. Vraiment, il fait la honte des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, il y en a plein, et il y en a qui sont très justes, et qui vont dans le sens des Écritures saintes, et qui peuvent sauver ou aider les citoyens à aller vers la bonté, les bonnes pratiques. Mais ces messieurs méritent d'être
écarté Mais c'est ce qui s'est fait. de la société. Oui. Et je crois que même après sa mort, en tout cas sauf miracle, il doit encore vivre sous... Oui, mais M. Michel, en quelques secondes, je crois qu'en dépit de ces plans macabres de ces religieux-là, je crois que l'Afrique du Sud a eu quand même des figures emblématiques. Je veux parler de Desmond Tutu, de Nelson Mandela, tous ces gens-là qui ont, à travers leur combat, réussi à combattre l'extrémisme violent et tout. Mais je crois qu'il appartient au gouvernement sud-africain aujourd'hui de faire bon usage de l'héritage que les sépare de ce monde. Même si vous rappelez que Nelson Mandela, au début de sa lutte, avait fait un peu de violence. De violence, effectivement. Mais après, bon, il a changé. Il a dit le dialogue, la paix, c'est vraiment des valeurs que nous devons cultiver. Universelles. Allez, on file au Tchad. D'après la commission ad hoc mise en place par le Présidium, aucune disposition n'empêche, on parle du dialogue national au Tchad, bien sûr, le président donc de la junte Mahamat Déby Itno de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le rapport donc de la commission ad hoc a été proposé ce 28 septembre au dialogue national inclusif et souverain. Il est clairement expliqué que rien n'empêche les gestionnaires de la transition de se présenter à des postes électifs après la transition. Ashraf Ouro Sama, est-ce que ça ne change pas vraiment les donnes, si on peut le dire, au cours du dialogue? Non, ça change les donnes, mais il faut quand même étudier la configuration du dialogue. Si je veux parler des membres actifs aujourd'hui du dialogue, vous savez très bien que l'opposition, tout comme la société civile, ne font pas partie, disons, des membres actifs de ce dialogue-là. Non, une partie. Une partie. Il y a quand même des opposants. Une bonne partie de l'opposition. Également, la société civile. Effectivement, voilà, une bonne partie de l'opposition. Mais il faut se poser quelle opposition? Effectivement, parce que on peut se poser cette question. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est une commission, voilà, qui formule des requêtes qui pour moi sont quand même assez surréalistes. Je crois que lors des émissions précédentes, nous avons parlé du respect de la charte de la transition. Parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on n'accepte pas la magistrature suprême, pas les élections libres et transparentes, on est censé fonder sa légitimité sur la charte au moins de la transition. Mais si au moins, à un moment donné, la charte de la transition elle-même n'est pas respectée, à un moment donné, ça cause problème. Souvenez-vous, en avril 2021, lorsque le feu Idriss Déby Itno est mort au combat, mais on a assisté quand même à des scènes totalement surréalistes. Parce que pour moi, du point de vue du droit, le fils Itno n'a jamais été président de la République. Il peut vociférer, il peut faire des gymnastiques, mais en réalité, parce qu'à partir du moment où vous méprisez les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, vous n'êtes plus dans le schéma. Parce que qu'est-ce que la constitution tchadienne prévoit? C'était le président de l'Assemblée nationale. Qui dit que lui, il est un peu souffrant, il ne peut pas assumer. Oui, le vice-président dit la même chose. Le vice-président, bon, ça doit quand même... il y a plusieurs vice-présidents. Il y a quand même plusieurs vice-présidents. Ça doit quand même... C'est une pure invention de l'esprit. On sait très bien que ces gens-là, on les a forcés la main, tout simplement. Donc, à partir du moment où on a un mépris pour les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, on ne peut pas avoir de la légitimité pour diriger le Tchad. Mais je suis désolé. Parce que, aujourd'hui, dire qu'il y a quand même une porte ouverte pour le fils Déby de participer aux élections futures, parce qu'il avait quand même fait une promesse. En avril 2021, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il a limogé une transition de 18 mois. Il a limogé le gouvernement. Il a limogé le gouvernement. Il a dissous le Parlement. Dans toutes les institutions de la République. Il a également abrogé la Constitution. Donc, ce qui veut dire qu'il a fait une opération de table rase. Et maintenant, il s'est autoproclamé président de la République parce que c'est une autoproclamation. Et la Cour constitutionnelle également n'a pas fait preuve d'objectivité puisqu'ils ont entériné le fils Déby comme président de la République. Elle est au bout, vous voulez dire? Oui, elle est au bout, quoi qu'on dise. Et souvenez-vous, en avril 2021, nous avions quand même été surpris parce qu'en Afrique occidentale, il y avait un discours
français qui consistait à dire que les pouvoirs militaires n'étaient pas habilités à diriger le pays. Même Emmanuel Macron était venu au Tchad, à N'Djamena, où il avait adoubé le fils Itno. Vous voyez cette incohérence notoire qu'on peut dénoncer. Il y avait la présence des chefs d'État africains. Il y avait la présence des chefs d'État africains. Donc je Ils crois ne que se sont pas prononcés. Même le président en exercice de l'Union africaine à l'époque, le Congolais de Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, mais ils ne se sont pas prononcés parce qu'on connaît très bien la ligne de conduite de ces gens-là. Si la France, qui incarne une sorte d'hégémonie occidentale française, dans son précaré, décide que les choses soient comme ça, ils ne peuvent que se plier. Mais je suis désolé, c'est caricatural, mais c'est comme ça. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, il faut dire quand même que ça choque, parce que ce n'est pas, comme Achraf l'a dit, ce n'est pas ce que la junte avait promis. On avait dit une transition de 18 mois qu'on peut renouveler compte tenu de l'évolution de la situation. Maintenant, cette commission, elle se base sur quoi pour proposer cela? Vous savez, en politique, on dit si vous êtes un pouvoir et vous n'avez pas d'opposition, il faut vous inventer votre opposition. Ça, c'est clair. Chaque pouvoir s'invente toujours une opposition ou crée, si vous voulez, une opposition, si l'opposition n'existe pas. C'est en cela que moi, j'avais critiqué les paroles de feu ministre d'État Charles Kondi Agba, qui disait que l'opposition est presque inexistante. Non. C'est impossible dans un pays qu'il n'y ait pas d'opposition. Parce que s'il n'y a pas d'opposition naturelle ou naturellement, le pouvoir crée son opposition. C'est comme ça se fait. Alors, vous pensez que c'est déjà une erreur pour un parti politique comme les transformateurs de Succès Masra, comme la société civile, hein, il faut le préciser, Wakitama, qui est très entendu surtout, de ne pas participer au dialogue. Ça laisse la voie à d'autres opposants ou à d'autres oppositions, vous voulez dire? Vous savez, nous ne sommes plus en 1990. On n'est pas à l'amorce du processus démocratique en Afrique. Ça fait déjà plus de 25 ans, ou combien d'années déjà? 30 ans, ça fait plus de 30 ans déjà. Donc on devrait partir des expériences que nous avons eues un peu partout dans nos pays pour pouvoir agir en politique. Une rencontre pareille, un dialogue pareil, après la mort d'un chef d'État qui avait plus de 30 ans au pouvoir, ne peut se faire sans l'opposition. Ne doit pas se faire sans l'opposition. Et si jamais le pouvoir, de fait ou pas, vous tend la main, c'est à vous de saisir cette opportunité pour aller lui dire la vérité. Elle a quand même posé des conditions. Mais on ne pose pas des conditions avant un dialogue. On vient au dialogue avec des propositions. On met peut-être la barre un peu haute pour que lors des discussions, on puisse aussi mettre de l'eau dans son vin. En politique, on dit, si tu veux 24, tu dis 48. Et par la suite, tu es sûr que tu vas t'approcher de 24 ou 50% au moins de tes revendications. Mais quand tu prends tes revendications et tu t'adresses juste à la presse, la presse ne participe pas au dialogue. La presse fait la couverture du dialogue. Voilà le premier problème. Ça, c'est le faux pas des acteurs politiques de l'opposition du Tchad. Idriss Déby est décédé, ou mort ou assassiné au combat ou ailleurs, moi je ne sais pas le problème. Mais il n'est plus. Et après 30 ans, on dit faisons un dialogue. Mais attention, faisons ce dialogue-là. C'est dans ce dialogue que vous pouvez vous imposer. C'est dans ce dialogue que vous pouvez vous faire écouter. Maintenant, celui qui est absent a tort, puisque les décisions sont prises à la majorité des participants. C'est clair que quand tu es au pouvoir, tu vas vouloir que les décisions soient à ta faveur. Ce n'est pas un miracle tchadien, c'est presque naturel. Et aucun homme ayant fait un coup d'État ne veut quitter. Il faut le forcer pour qu'il quitte. Alors aujourd'hui, ceux qui ont participé au dialogue ont créé un comité qui fait une sorte de synthèse. Et dans la synthèse, le comité dit, nous proposons de dire, 1, le président Mahamat lui-même, il avait proposé 18 mois renouvelables. Oui, renouvelables. Eh bien, on lui donne 24 mois, c'est-à-dire 2 ans de plus. On ne lui donne pas 18 mois, on lui donne 2 ans de plus, donc 24 mois. Ça, c'est fesse. Ensuite, il peut se présenter. Ensuite, maintenant, on lui permet de se présenter. Et pas lui seulement.
presque tous ceux qui ont participé, parce que c'est en cela que je voulais dire à Achraf, en fait. Ce n'est pas Idriss Déby et Mamad qui s'est proclamé. Non, c'est l'armée qui a fait un coup d'État. Et quand on fait un coup d'État en politique, la première des choses, c'est de suspendre ou de dissoudre l'Assemblée, de mettre en suspens toutes les institutions. La loi fondamentale du pays ou la Constitution, souvent, dans certains pays, on dit c'est suspendu, si on veut être un peu généreux, magnanime, ou on dit on met fin à la Constitution et on fait une transition. Donc aujourd'hui, le système aussi, on connaît comment ça se passe. Tu es président de l'Assemblée nationale, c'est toi, tu peux venir... Vous pensez que le président de l'Assemblée nationale peut s'imposer à l'armée du Tchad, une armée forte comme l'armée. Il a été peut-être forcé. L'armée du Tchad. Non, il n'a pas été forcé. Lui-même, il a peur. Même si on ne le force pas, il ne va pas se présenter. Bon, il a dit en tout cas, compte tenu de la situation sécuritaire. Ce n'est pas une situation normale qui s'est posée. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que pourquoi Macron est venu. Mais Macron s'appuie sur l'armée du Tchad pour atteindre ses objectifs. Et le Tchad, comme le Niger, comme le Mali dans le temps, sont des pays qui avaient quand même une importance dans la stratégie géopolitique, dans la stratégie sécuritaire de la France en Afrique. Parce qu'il fallait changer de discours. On ne peut plus dire colonialisme, on doit revoir les termes. Mais on parle de sécurité, de coopération en matière de sécurité. Vous savez, dans les armées, en Afrique encore, il y a des officiers supérieurs de l'armée française qui sont à des postes et qui sont des fois payés directement par le budget des États africains et qui sont là, qui font leur rapport à leur hiérarchie en France au même moment que les officiers supérieurs des armées africaines font leur rapport aussi à leur hiérarchie. Ce qui fait que, même en termes de déploiement stratégique et sécuritaire, la France est au courant de certains plans avant même que les dirigeants africains ne les mettent en pratique. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le comité qui a été choisi a une grande majorité de pro-Idriss Mamad Déby. Et donc, on parle de tout le monde, mais en réalité, c'est Idriss Déby peut-être. C'est Idriss Déby, mais c'est Idriss Déby qui est visé. Mais au cas où Idriss Déby ne pourrait pas, il y a de ces agents, ces lieutenants-là qu'on peut toujours présenter. Alors, comme il l'a dit, est-ce que ce n'est pas quand même l'opposition, les transformateurs, surtout de Cissé Masra, qui est en vogue, il faut le souligner ces derniers temps, et puis Wakitama, alors tous ces acteurs qui ont boycotté et qui donne tout cela? Non, mais je dirais à mon cher aîné Emmanuel Viviane qu'il m'excuse peut-être de défendre une vision idéale de la démocratie. Mais moi, je suis tous des pro-démocrates. Oh non, nous sommes tous des pro-démocrates. Je suis contre les coups d'État. Effectivement. Cela m'a valu des critiques partout en Afrique. Je suis contre les coups d'État parce que ça n'a rien de démocratique. Moi, je suis très attaché au texte. Lorsqu'un pays décide de se donner une législation, il faut se donner aussi les moyens de les respecter. C'est ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir qui sont consignées dans une norme suprême qui s'appelle la Constitution. Et la Constitution, dans un article, prévoit expressément qu'en cas du décès ou de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui occupe le pouvoir. Ça, c'est dans la pratique démocratique. C'est ça que je t'explique. Oui, ça, c'est dans la pratique démocratique. Il y a eu un coup d'État. Effectivement. L'armée a fait un coup d'État. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qu'on a choisi. Non, c'est l'armée qui a fait un coup d'État. Ça n'a rien à voir avec la pratique démocratique. Donc, c'est anticonstitutionnel. Voilà, effectivement, c'est anticonstitutionnel. Ce qui veut dire que l'avènement même de ce coup d'État est totalement inopportun. À partir du moment où le président de la République perd la vie, il y a quand même une législation qui prévoit tout. Des dispositions qui prévoient tout. Voilà. Mais ces dernières années, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on constate que ce ne sont pas des dispositions qui sont plus ou moins respectées. Voilà. Nous disons tout simplement que l'architecture institutionnelle, mais il faut même aller au-delà. On a des chartes qui disent que si
quelqu'un fait un coup d'État, on ne va pas le laisser diriger. Diriger. Eh ben, Bon, après, maintenant, on dit on revenons. sanctionne pour Oui, quelques effectivement. mois, Revenons. et après, on Revenons. rapproche, et on rapproche, on rapproche. Revenons. C'est devenu la mode. Effectivement, revenons à la charte de la transition qui prévoyait 18 mois, je crois. 18 mois d'abord. À la suite, qu'on peut renouveler. Qu'on peut renouveler. Maintenant, à la suite de ces 18 mois. Aujourd'hui, c'est la décision disons, de cette commission-là qui se veut souverain et inclusif. Moi, je crois que cette commission-là, aujourd'hui, n'est pas inclusive. Lorsque vous essayez de voir la configuration, tous ces gens-là qui composent cette commission-là, il n'y a même pas d'objectivité. À partir du moment où vous avez des accords. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, mais... La commission est inclusive. Mais il y a des opposants qui ont boycotté. Ce n'est pas la même Vous avez dit, effectivement, je ne crois pas que l'opposition, tout comme la société civile tchadienne, a imposé quoi que ce soit. En droit, les recommandations sont dépourvues d'effets juridiques. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ces gens-là ne sont pas venus avec un diktat. Vous avez droit à la parole. Oui, effectivement. Un diktat, ils ne sont pas venus avec une volonté d'imposer leur feuille de route. Mais non, mais ils réclament un minimum de conditions favorables pour participer à ces trucs-là. Ça nous intéresse. Au niveau du Qatar, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous parler du Tchad puisque la commission ad hoc propose un référendum pour permettre au peuple de choisir la forme de l'État aussi. Allez, on va voir ça juste après la pause et juste après le journal.